Voilà, à présent, pour plus de précisions sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Hani Abdelaziz, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Bonsoir, Dr Hani Abdelaziz. Dr Hani Abdelaziz. Oui, 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 je vous entends, madame. Je vous entends. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour parler justement de cette question. On parle de l'actualité à Gaza, mais surtout de l'importance de parvenir à un cessez-le-feu, à une solution plus ou moins rapide à cette crise humanitaire. Vendredi dernier, c'est le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a eu des consultations avec son homologue américain, Joe Biden. Ils ont certainement parlé de la situation à Gaza, de l'importance d'acheminer les aides humanitaires d'une façon beaucoup plus fluide, justement, aux habitants de Gaza, l'échange des prisonniers. On est où par rapport à ces consultations? Aujourd'hui aussi, il y avait le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, qui s'entretenait avec son homologue saoudien, toujours sur la situation à Gaza. À quel point cette concertation puisse-t-elle justement aboutir, si vous le voulez? Bien, je vous remercie. Tout d'abord, laissez-moi dire que le président Biden l'a reconnu depuis sa jeunesse et depuis qu'il était sénateur, qu'il était sioniste. Donc, il ne l'a jamais caché, il le dit carrément, ouvertement, ainsi que son secrétaire d'État, M. Blinken. Donc, moi, je ne m'attends pas de leur part à une situation juste et équitable envers les Palestiniens. Ils limitent leur discussion avec l'Égypte à la question de l'assistance humanitaire. La question est plus large. La question d'abord est une question de cessez-le-feu pour arrêter le massacre d'enfants et de femmes, et surtout de femmes enceintes. On vient de l'apprendre par l'UNICEF. Donc, ce qui représente tout de même un des aspects du massacre ou du génocide qui se déroule ou qui se prépare dans la bande de Gaza. Limiter la question palestinienne des discussions aujourd'hui à l'assistance humanitaire n'est pas suffisant. Il faut le cessez-le-feu pour permettre une solution permanente de la question palestinienne. C'est une occasion sans précédent. Si elle n'est pas saisie, nous allons nous perdre dans les méandres des négociations sans fin, comme celle d'Oslo, qui ont abouti à certains résultats dont aucun n'a été mis en œuvre par les Israéliens. Donc il ne faut pas, je dirais, noyauter la question des droits légitimes du peuple palestinien à un État libre et indépendant dans des questions pas secondaires. Non, elles ne sont pas secondaires. Le cessez-le-feu n'est pas secondaire et l'assistance humanitaire n'est pas secondaire. Mais tout de même, si l'occasion n'est pas saisie, nous allons, comme je l'ai dit, retomber dans les labyrinthes, les méandres de négociations de paix qui n'aboutissent pas ou qui aboutissent à des accords écrits qui ne sont jamais respectés ni mis en œuvre. Voilà ma solution. Peut-être la diplomatie égyptienne et son Excellence le Président de la République a une autre approche qui serait celle des petits pas ou des pas en avant, un pas, un, deux, etc. pour aboutir à cette question. Mais je ne fais plus confiance, je ne fais plus du tout confiance à la position israélienne, ni celle de l'Occident en général, en particulier les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et peut-être d'autres pays, l'Autriche par exemple, pour arriver à une solution durable et juste de la question du Moyen-Orient dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt d'Israël et dans l'intérêt de la Palestine et des Palestiniens. Voilà, ça c'est un mot-clé en fait, Dr Hani Abdelaziz, l'intérêt de tout le monde, de tous les pays concernés, de la région, du Moyen-Orient dans sa totalité aujourd'hui. Et j'aimerais bien aussi revenir à un petit détail au début de votre intervention. Vous avez rappelé, vous avez parlé de Joe Biden, de son secrétaire d'État, Blinken. Est-ce que avec un changement de l'administration américaine, il pourrait y avoir aussi un certain changement vis-à-vis de la question palestinienne, de cette crise israélo-palestinienne
aujourd'hui, parce qu'on connaît tous que plus ou moins l'administration américaine a tendance de garder la même politique étrangère, surtout vis-à-vis de la question israélo-palestinienne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que l'administration actuelle pourrait avoir un impact plus ou moins différent par rapport à cette question? Avec le changement de cette administration, on pourrait avoir un certain essor, une certaine, je ne sais pas comment dire, mais en fin de compte, une solution qui pourrait s'imposer? Au risque de vous décevoir, madame, je ne le pense pas. D'accord. La politique des États ne se fonde pas sur une politique de personne. Elle se fonde sur la stratégie à moyen et long terme du pays. La position américaine, et je viens de lire ce matin un long document officiel du département d'État américain concernant la question de la Palestine, document qui remonte à 1945, c'est-à-dire même avant l'établissement de l'État d'Israël, oui, même avant, qui parlait des intérêts américains d'avoir un État juif en Palestine. Donc, ce sont des stratégies d'État. Elles ne dépendent pas de M. Netanyahou, ni demain M. Netanyahou. Vous pensez que M. Rabin, qui a été tué par un extrémiste israélien, pensait aux intérêts des Palestiniens plus qu'à l'intérêt d'Israël? Absolument pas. Il ne faut pas se laisser prendre par des personnes et leurs positions personnelles. Nous le savons, ça peut changer un peu de style ici et là. Mais les pays ont des plans qui s'étendent jusqu'à 100 ans, 50 ans. Je vous rappellerai par exemple que la première idée de l'État, de la création d'un État juif, donc Israël en Palestine, remonte à 1897, à la réunion de Basel qui a été organisée par Herzog. Il a dit dans 50 ans, nous aurons établi un État juif en Palestine. Ça lui a pris 51 ans exactement. Voilà, les pays fonctionnent comme ça. Ils ne fonctionnent pas du coup à coup pour résoudre un problème aujourd'hui et demain. Non, ces pays ont une stratégie, ils ont des institutions qui déterminent la stratégie à moyen et long terme. Je vous ai dit, ça a pris 50 ans de discussions et de tentatives jusqu'à la création de l'État d'Israël. Donc les objectifs restent bien sûr confidentiels et secrets et ne sont pas toujours exposés. Mais je vous répète, je viens de lire ce matin ce document de 1945, déclassé, c'est un document confidentiel mais qui a été déclassé 50 ans après, et qui parle de l'intérêt américain à avoir cet État dans cette région du monde. C'est triste, mais ceci dit, et justement vis-à-vis de cette politique constante, au regard certainement de l'histoire et de tous les détails que vous venez aussi de préciser à présent, les organisations internationales, le Conseil de sécurité, les Nations Unies, et voilà aussi la Cour internationale de justice. Je vais mettre de côté pour un moment la Cour internationale de justice, mais retour aux organisations internationales, retour à l'ONU, au Conseil de sécurité, et justement à quel point ces organisations sont-ils capables aujourd'hui de remplir la mission pour laquelle elles ont été créées, le rôle pour lequel les Nations Unies ont été créées, garantir la stabilité, la sécurité et la stabilité dans le monde. Aujourd'hui, on peut dire ouvertement qu'il pourrait y avoir un certain recul par rapport à cette mission. Mais pour le Conseil, mais pour la Cour internationale de justice, à quel point aussi ces recommandations sont-ils imposantes? Je pose la question puisque c'est l'Égypte certainement qui a accueilli favorablement la décision de la Cour internationale de justice d'imposer des mesures pour la protection des Palestiniens à Gaza et la permission de l'acheminement de l'aide humanitaire. Bien, je commencerai par la fin. Oui, bien sûr, le jugement préliminaire de la Cour internationale de justice n'est pas mauvais du tout. Il est bon. On critique un peu qu'il n'a pas parlé du génocide, mais il en a parlé indirectement, comme si c'était du génocide. Hein, et on verra dans 1 an ou 2 ou 3 quelle sera sa décision finale et quelles seront les réactions et les pressions américaines sur les membres. Il est étonnant, par exemple, que
la juge ougandaise soit la seule qui ait voté contre toutes les décisions sans exception. Ça m'étonne beaucoup et ça devrait être soulevé au niveau... la Cour n'est pas supposée être politisée, je comprends. Mais tout de même, la question devrait être soulevée au niveau de l'Union africaine. Donc, je réponds à cette question. Quel suivi apparemment l'Algérie a soumis une demande pour une réunion du Conseil de sécurité mercredi pour examiner les rapports. Bien, on sait ce que le Conseil de sécurité va dire, tout le monde va parler, c'est formidable. Hein, et puis, dans tous les cas, il y aura un veto américain. D'accord. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas inscrire tout cela dans l'histoire et dans les annales des Nations Unies. Donc maintenant, je passe à la question du rôle des Nations Unies. Étant un ancien onusien, il est difficile de critiquer l'organisation pour laquelle j'ai travaillé 31 ans. C'est très difficile pour moi. Mais je dois reconnaître tout de même qu'il y a un déclin notoire, un déclin visible du rôle des Nations Unies. Quand je parle du rôle des Nations Unies, je parle du rôle de l'organisation et pas du secrétariat général. Tout à fait. Le secrétaire général qui a fait un travail tout à fait acceptable. La question, c'est qu'il y a un déclin du rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc en général, dans son rôle principal, celui de maintien de la paix et de la sécurité internationale et régionale. Et ceci remonte à loin. Ceci remonte à la guerre de Corée, où les États-Unis sont intervenus par des manœuvres politiciennes pour obtenir une décision du Conseil de sécurité. Mais nous savons que la guerre de Gaza, de l'Irak, par exemple, allô? Oui, je vous entends. La guerre contre l'Irak a été prise par les États-Unis sans décision du Conseil de sécurité, en ignorant les 14 voix qui étaient contre cette guerre, y compris le vote de la France par Dominique Villepin, ministre des Affaires étrangères à l'époque, et qui a refusé l'intervention. Tout le monde a refusé l'intervention. Les Américains en ont fait absolument fi et ont procédé à une guerre qui a fini par faire mourir, d'après les statistiques, entre 2, 3 et même 4 millions d'Irakiens. Il y a d'autres exemples où les États-Unis ont agi de manière absolument unilatérale, sans Conseil de sécurité. Donc il y a un déclin définitif dans le rôle des Nations Unies, dans sa composition actuelle, ce qui exige, si l'on veut que cette organisation poursuive son rôle dans le domaine de la sécurité, et qu'il ne soit pas un rôle soumis simplement à des questions techniques comme l'environnement et autres, qui sont très importantes, je ne le nie pas, mais tout vient après la paix et la sécurité. Des réformes sont exigées, elles sont à l'étude depuis des dizaines d'années et n'aboutissent pas, parce qu'il y a ce droit des 3 pays principaux, enfin des 5, mais surtout des 3 principaux pays occidentaux qui bloquent tout progrès et qui veulent continuer à maintenir leur mainprise sur et leur hégémonie mondiale de cette manière, en oubliant que des pays émergents comme l'Inde, comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud devraient avoir un rôle plus important dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale et régionale. Cela donc est tout à fait oublié. Oui. Il faut penser sérieusement, s'il y a de la bonne volonté de la part de ces 3 pays, de procéder à une réforme fondamentale du système de prise de décision au Conseil de sécurité. Voilà, ça c'est un mot-clé. Je termine en fait avec ce mot-clé qu'il faut y avoir cette volonté. Je vous remercie infiniment. Dr Hani Abdelaziz, vous êtes ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Merci beaucoup de vos précisions. Là, Madame, Monsieur, on enchaîne justement avec cette décision de la Cour ou les recommandations de la Cour